Hello à tous et bienvenue sur le live santé de Lisa. J'espère que vous allez bien en ce lundi, j'allais dire du mois de mai, mais pas du tout. Pas du tout, on est encore en avril. J'espère que vous allez bien et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live? Je vais répondre à toutes vos questions et j'en ai de plus en plus. Là, je dois avoir, je sais pas, peut-être une soixantaine de questions, un truc dans le style, voilà. Donc, ça prouve que vous vous intéressez de plus en plus à votre santé, à des solutions alternatives. Donc, vous pouvez en être fiers, c'est vraiment cool. Malheureusement, je peux pas traiter toutes les questions, mais en tout cas, je vais faire mon maximum. Alors, si jamais, toi qui me regardes, tu regardes ce live pour la première fois, je vais juste expliquer un petit peu le principe. Déjà, je m'appelle Lisa, je suis thérapeute en nutrition et naturopathie. Comme je le dis souvent, mon dada, c'est la nutrition et j'invite tout le monde à, dans un premier temps, améliorer son alimentation parce que c'est un levier essentiel pour agir en prévention santé. Et après avoir longtemps pratiqué en cabinet, actuellement, j'axe l'essentiel de mon travail sur la prévention santé parce que j'ai vu trop de personnes en consultation me dire si j'avais su, je sais plus par quoi commencer parce que j'ai trop de symptômes. Je me ruine à acheter des compléments, etc. parce que ça fait 10 ans que je suis sous traitement et suivie par des médecins, il n'y a rien qui résout mes problèmes. Alors que si ces personnes avaient eu une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation en amont, je ne dis pas qu'elles ne souffriraient pas de leur pathologie, mais il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Il y a de grandes chances pour qu'elles aient... Il y aurait eu de grandes chances pour qu'elles restent en bonne santé en fait. Donc j'ai été un petit peu effarée de voir le nombre de personnes qui souffraient parce qu'elles n'ont pas eu d'éducation sur l'alimentation, sur la prévention santé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'axer toutes mes connaissances et tout mon temps à ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un podcast qui s'appelle Au mieux de ta forme. C'est pour ça que j'ai lancé une académie en ligne pour vous former en santé préventive. C'est pour ça que j'ai fait un e-book avec 4 règles pour adopter une nutrition santé optimale. Et également que je fais mes lives sur Instagram, plus mes articles, plus mes posts, etc. Donc, puisque mon but, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé, j'offre tous les lundis durant ce live mon e-book. Donc, c'est 4 règles d'or pour retrouver santé et énergie, 4 règles pour mettre le pied à l'étrier en nutrition santé. Et dans cet e-book, jusqu'à présent, il y avait toujours un podcast offert. Donc, c'est un podcast d'environ 40 minutes où je réponds à toutes les questions de mes lecteurs. Et également 20 recettes pour commencer à bien manger. Sauf que j'ai décidé, puisqu'on va bientôt avoir 1000 lecteurs, on est à quelques dizaines à peu près, il doit rester peut-être 20 personnes avant qu'il y ait 1000 lecteurs pour mon e-book. Donc déjà, je remercie infiniment toutes les personnes qui ont déjà mon e-book parce que voilà, on n'est pas arrivé à 1000 comme ça, c'est grâce à vous. Et pour vous remercier, j'ai décidé d'offrir à tous les premiers lecteurs, donc les 1000 premiers lecteurs, le module recettes de ma formation IG. Tout simplement parce que 20 recettes, ça faisait un petit peu léger, parce que ces 20 recettes, elles n'avaient pas de couleur, pas de photos, etc. Et dans mon module IG recettes, qui est pour l'instant destiné que à mes élèves de l'académie IG, je vais le vendre à part par la suite. Mais dans l'immédiat, je voulais l'offrir à tous les premiers lecteurs, donc aux 1000 premiers lecteurs de mon e-book. Et donc ça, c'est depuis aujourd'hui. On a travaillé dur avec Fanny qui travaille avec moi pour mettre plus de recettes, pour les mettre en images, pour aussi et surtout faire en sorte que toutes les plateformes de e-book, de mail, etc. soient corrélées pour que tout le monde reçoive tout. Donc c'est en cours, donc je sais qu'il y a déjà certains lecteurs du e-book qui m'ont dit « c'est trop cool, j'ai reçu le mail et je vais pouvoir accéder aux recettes ». Donc entre ce soir et demain, vous allez recevoir vos accès à l'espace membre de mon académie. Et désormais, vous ne recevrez plus le mail dans votre boîte mail, vous recevrez vos accès membres à mon académie IG. Si vous êtes élève de l'académie IG, vous avez accès à la formation plus au e-book à présent. Et si vous êtes lecteur de mon e-book, vous aurez accès à l'académie et vous aurez une petite partie pour télécharger votre e-book, pour écouter le podcast et pour accéder à toutes les recettes. Et ces recettes, donc les 20 recettes qui étaient offertes initialement, elles sont dedans. Il y a d'autres recettes encore que j'ai ajoutées et sachez que dans toutes les années à venir, toutes les recettes que je ferai, que je testerai, que je créerai, ou même les recettes de mes auditeurs ou de mes lecteurs qui auront envie de me les partager, je les mettrai sur ce module. Donc ça va être une énorme base de données, de recettes de nutrition santé qui seront validées par mes soins pour que vous puissiez vraiment avoir une alimentation optimale.
Donc si vous voulez ce pack de recettes offert, c'est maintenant ou jamais, parce que si vous achetez l'e-book, vous aurez toutes ces recettes en cadeau. Et puis après, je ferai un petit pack promotionnel pour les plus 1000 prochains lecteurs. C'est-à-dire qu'à partir de 1000 lecteurs, je ferai un petit pack promotionnel pour avoir et le e-book et ces recettes-là. Voilà, donc ça c'était la grosse info du jour, voilà, que je voulais vous dire. Et pourquoi est-ce que je parlais de ça? Tout simplement parce qu'à la fin de chacun de mes lives, tous les lundis, parce que comme je le disais, mon but c'est de rendre accessible le plus possible toutes ces connaissances sur la nutrition santé, j'offre à l'un des participants du live mon e-book, je fais un petit tirage au sort à la fin du live, et puis la personne gagne le e-book. Donc évidemment, la personne tirée au sort ce soir fera partie des 1000 premiers lecteurs, donc elle aura aussi bien sûr accès au module recettes. Donc c'est tout bénef ce soir, et je pense que ce sera plus le cas la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, on va atteindre les 1000 cette semaine, c'est sûr. Donc voilà, donc je suis super contente, et puis c'est une idée qui m'est venue il y a quelques temps. Je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je donne les recettes à plus de gens, parce qu'à mon avis ils vont surkiffer, et puis surtout j'ai bien conscience que la mise en pratique sur laquelle j'insiste énormément, la théorie c'est bien mais ça sert à rien sans la pratique, la mise en pratique en nutrition ça passe quand même par la cuisine et les recettes, donc voilà. Donc voilà les loulous, donc je suis trop contente, j'adore quand je vous fais des petites surprises, des cadeaux, des trucs, je surkiffe. Donc voilà. Maintenant, on va commencer avec les questions parce qu'on a du pain sur la planche, les enfants, et je vais essayer de ne pas trop dépasser parce que j'ai remarqué à plusieurs reprises que peut-être à cause du réseau, de la connexion, au bout de 40 minutes grand max, ça buguait. Donc on va faire vite, d'autant plus que j'ai promis à mon chéri de faire une petite balade en forêt après mon live pour qu'on sorte prendre un petit peu l'air. Donc voilà. Alors, tout d'abord, j'avais une question de Manon qui me disait « Coucou, plutôt perles en céramique ou charbon végétal ou les deux ?» Alors Manon, là, elle nous parle de solutions alternatives pour filtrer l'eau. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé des charbons. Je vais essayer de vous en montrer un. Alors, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Oh, je sais pas si j'en ai un là. Non, j'en ai pas un là. J'avais dû déjà l'utiliser. Les bâtons de charbon, en fait, c'est un petit peu comme des petits trucs noirs que vous trouvez chez Nature et Découverte, sur Casidomi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent mon lien de parrainage pour Casidomi, c'est en lien dans ma bio. De toute façon, tout ce qui regarde mes contenus, c'est toujours en lien dans ma bio. Et en fait, ces charbons-là vont avoir un effet chélateur des toxines et toxiques que vous allez trouver, enfin des toxiques surtout, que vous allez trouver dans l'eau. Pas tous, mais en partie. Moi, ce que j'aime bien avec les charbons, c'est qu'en fait, ils durent entre 1 et 3 mois de mémoire, et au bout de 3 mois, vous devez les faire bouillir pour les renouveler en quelque sorte, et vous pouvez les réutiliser 3 mois. Maintenant, il y a une chose à savoir par rapport au charbon, c'est qu'il faut absolument les faire bouillir, donc grand max au bout de 3 mois, ou absolument les renouveler quand c'est nécessaire. C'est pareil pour les carafes Brita et ce genre de choses. C'est pas optimal comme système de filtration, mais c'est mieux que rien selon moi. Ça répond d'ailleurs à la question, faut-il boire l'eau du robinet ou de l'eau de source? Eau de source, c'est mieux. Maintenant, qui dit eau de source dit plastique, donc pas fou. Et eau du robinet, il y a beaucoup de toxiques dedans, et je déconseille de boire l'eau du robinet comme ça pure, il faudrait la filtrer. Maintenant, qui dit filtre, charbon, Brita, ce genre de choses, il faut absolument changer les filtres selon les recommandations. On ne laisse pas son filtre aller 2 mois de plus en se disant c'est du marketing. Non, parce que ça devient vite des nids à bactéries, et il n'y a pas pire que de laisser macérer ça en fait. Donc il faut les changer régulièrement. Du coup, concernant les perles en céramique, moi je suis pas fan du tout, parce que qui dit perles en céramique, en fait, souvent, quand on vous vend les perles en céramique, je m'étais un petit peu renseignée sur le sujet à l'époque, on vous dit que c'est efficace à vie. Alors, efficace à vie pour améliorer le goût, je veux bien l'entendre, mais efficace à vie pour filtrer, c'est juste pas possible. Et encore une fois, on se retrouve avec cette notion bactériologique, on va dire, enfin cet amas de bactéries qui au bout d'un moment pullule très certainement. Donc je suis pas fan. Je suis pas fan, j'ai jamais utilisé les perles de céramique. La seule indication que je donne aux perles de céramique, c'est que certaines sont vendues pour les mettre avec nos fruits et légumes, pour améliorer leur conservation, prolonger leur conservation. Ça, pourquoi pas, j'en ai dans mon bac de fruits et légumes. Ok, j'ai pas vu une diff énorme, mais bon, voilà, j'en avais, je dis pourquoi pas. Mais sinon, je déconseille. Voilà. Une question de Laura, comment conserves-tu tous tes aliments? Alors, je tiens à préciser que je découvre un petit peu les questions parce que j'étais grave, j'ai eu une tonne de boulot aujourd'hui, donc je découvre un peu. Comment conserves-tu tous tes aliments? Alors en fait, tous mes fruits et légumes quasiment sont au frigo.
Mis à part pommes de terre, patates douces, courges, etc. Ça, c'est à température ambiante. Les bananes, toujours à température ambiante. Les légumes et fruits que j'ai envie de consommer pour le jour même, je les laisse à température ambiante également, sinon ils sont trop froids. Et si je devais les cuire, ça me demanderait plus d'énergie de les cuire s'ils sortaient du frigo. Donc en général, j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaye de les mettre à température ambiante. Idem si je vais me faire des jus de céleri le matin ou des jus de concombre ou peu importe, la veille au soir je les sors, sinon ils sont trop froids et ça éteint le feu digestif. Donc j'essaye toujours en fait, mais vous verrez que c'est hyper simple de prendre le réflexe la veille au soir de vous dire ok demain je mange quoi. Tiens, je vais me faire tremper mes oléagineux, je vais me faire tremper mes céréales, mes légumineuses. Tiens, je vais me sortir mon concombre, mon céleri, mes fruits pour demain, comme ça ils seront à température ambiante. C'est juste une question de réflexe, mais une fois qu'on l'a, bah, ça prend pas plus de temps en fait, parce que qu'on le fasse le jour même, enfin le soir même ou le lendemain, c'est pareil. Donc voilà. Après, j'ai quelques légumes au congélo, notamment bah, là en période de confinement, j'ai acheté pas mal de légumes bio. Alors, concernant les produits congelés, je déconseille fortement les plats préparés, vous vous en doutez bien. En revanche, les légumes juste cuits à la vapeur, congelés, certes, on perd en vitamines et notamment en antioxydants aussi. Il y a beaucoup j'ai pas lu les études, mais ça c'était ma prof de naturo qui nous disait qu'apparemment il y avait quand même une perte en antioxydants. Maintenant, c'est mieux que rien. Je préfère manger des légumes congelés bio que pas de légumes parce que j'en ai plus et que je suis confinée et que je vais pas faire les courses tous les 3 jours, ou des légumes en conserve où là il y a vraiment peanuts et qu'en plus vous prenez les bisphénols qu'il y a dans les pellicules plastiques des boîtes de conserve ou de l'aluminium ou des trucs à la con comme ça. Donc à choisir, congelé bio, c'est mieux, sinon bien sûr des légumes frais, évidemment. Voilà. Mais vous voyez, en même temps, est-ce que c'est pas mieux de consommer presque des légumes congelés bio plutôt que des carottes qui sont dans le bac à frigo depuis 2 mois et demi? Voilà, vous voyez, ça dépend en fait de la consommation qu'on a. Mais c'est vrai qu'en période de confinement, c'est quand même très pratique. Ensuite, alors bah du coup, faut-il boire l'eau du robinet ou l'eau de source? J'y ai répondu. Quelle forme de magnésium choisir si supplémentation? C'est une question de betterave gourmande. Alors, le magnésium, moi je conseille en général le bisglycinate ou le glycérophosphate ou le citrate. Le citrate, ça va être intéressant pour les personnes qui ont un déséquilibre acido-basique. Bon, ça, vous le verrez plus avec votre naturopathe. Ou pour les élèves de IJ, au mois de mai, vous aurez... Ah, ça y est. J'ai pas voulu quitter. J'ai pas voulu quitter le live, mais parce que sinon on perd tout le début quand je quitte le live. Mais ouais, malheureusement, ça coupe. Ça y est, c'est reparti. Alors, je disais quelle forme de magnésium choisir si supplémentation. Donc, je disais bisglycinate de magnésium, glycérophosphate de magnésium, citrate. Le citrate va être intéressant si vous avez un déséquilibre acido-basique parce qu'il va avoir un effet alcalinisant également. Maintenant, ça c'est plus pour les naturopathes qui me suivent et qui des fois suivent le live pour avoir des infos en plus. Chlorure de magnésium, ce ne sera pas assimilé au niveau cellulaire. Ça va avoir plus ça va être très peu assimilé au niveau cellulaire. Il faudrait vraiment consommer des toutes petites quantités très 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 régulièrement. Et ça a plus un effet laxatif qu'autre chose, chlorure de magnésium. Et sinon, il y a le magnésium intracutané. Alors, l'assimilation va être très bonne, mais malheureusement, les seules études que je trouve qui nous montrent que le magnésium, que l'huile de magnésium intracutanée est efficace, c'est les labos qui vendent le magnésium. Donc pour moi, ça pose problème. Et sur des cas de stress chronique, j'ai plus de résultats avec le magnésium consommé en complément que le magnésium intracutané. Donc voilà. Ensuite, que conseilles-tu quand on a toujours le ventre ballonné? Alors là, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être nerveux, ça peut être donc gestion du stress, gestion émotionnelle, alimentation prise de manière trop rapide, manque de mastication, potentielle intolérance ou sensibilité alimentaire, insuffisance en sécrétion enzymatique, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau du grêle, au niveau du pancréas. Ça peut être une dysbiose, donc un déséquilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries. Donc si tu gères ton stress, si tu manges très lentement et que tu mastiques bien et que tu ballonnes quand même, ça peut être une intolérance alimentaire, ça peut être des mauvaises combinaisons alimentaires ou ça peut être un problème digestif et dans ce cas, il faut consulter pour connaître la cause de tes maux. Ensuite, prendre une cuillère de psyllium après un jus. Donc ça, c'est Elisa qui me pose la question.
Prendre une cuillère de psyllium après un jus pertinent pour limiter la montée du sucre dans le sang. Oui, d'ailleurs c'est ce que je conseille. C'est-à-dire que ce qui vous permet de diminuer l'index glycémique ou l'index insulinique, enfin surtout l'index glycémique d'un aliment, c'est-à-dire la capacité qu'il a à faire le montée de taux de sucre dans le sang, c'est de prendre des fibres. C'est pour ça que si vous prenez des fruits, vous allez avoir un index glycémique faible. Si vous prenez un jus de fruits, le glucose qu'il contient va être assimilé beaucoup trop rapidement et vous allez avoir une montée du taux de sucre dans le sang. C'est les fibres qui permettent de diminuer l'index glycémique. Idem avec les pâtes. Pâte blanche, ça monte haut. Pâte complète avec des fibres, c'est plus bas. Ça, c'est quelque chose que j'explique en long, en large et en travers dans mes articles, dans mon podcast, dans mon e-book également. Et pour diminuer l'impact glycémique, l'apport de fibres va être intéressant. Le psyllium, c'est de la fibre pure, donc c'est pertinent. Et c'est d'ailleurs une astuce que je donne en consultation pour les personnes qui sont diabétiques et qui ne vont pas, par exemple, prendre un dessert après un repas, mais qui sont invités, par exemple, pour un gâteau d'anniversaire, qui vont manger leur bombe de sucre comme ça d'un coup. D'avoir une cuillère de psyllium à ce moment-là, c'est intéressant. J'ai l'impression que le pain, les pâtes me donnent des gaz. Un avis sur la question? Oui, clairement. Tu as très certainement une sensibilité au gluten. Donc ça, c'est Léa Ekara qui me pose la question. Donc très probable que tu aies une intolérance au gluten, une sensibilité au gluten. Ça peut être une question de dose aussi. Moi, je sais que si je mange du pain une fois par jour, un pain de qualité, au levain, de qualité bio, plutôt petite épaule parce qu'il y a moins de gluten dedans, je peux en manger tous les jours sans problème. Si je prends un pain de mauvaise qualité, très riche en gluten, qui n'est pas au levain, je vais en manger une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. La 4e, je vais ballonner à coup sûr. Voilà. Ou alors, je vais avoir un gros coup de barre derrière qui montre que ça passe pas. Donc, il faut limiter ou trouver des alternatives plus saines à ces ingrédients-là. Je vais voir juste s'il y a des questions pendant le live. Quelle pâte quand on est sans gluten? Si tu manges sans gluten et que tu veux des pâtes, alors s'il vous plaît, fuyez les pâtes de maïs, les pâtes de riz. Ça a un index glycémique hyper élevé et c'est pire qu'autre chose. Par contre, les pâtes de lentilles, les pâtes de pois chiches, les pâtes de sarrasin, les pâtes Alors, petite épeautre, vous en trouvez difficilement des pâtes de petite épeautre. Il y a un petit peu de gluten dedans quand même. Il y en a beaucoup moins, nettement moins, mais il y en a un petit peu. Les pâtes de quinoa, bref, toutes les pâtes qui ne contiennent pas de blé, mais qui contiennent des céréales complètes, pas maïs, pas riz blanc, et qui contiennent qui sont en base de légumineuses, c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus elles sont plus riches en protéines. Les pâtes de riz brun, c'est pas mal. Les pâtes de riz brun, c'est pas mal. Nous, à la maison, on est des grands fans de nouilles soba. Donc les nouilles soba, c'est des nouilles de sarrasin. Vous en trouvez aujourd'hui avec des algues, vous en trouvez à base de patates douces. Moi, j'en achète beaucoup chez Casidomi, voilà. Exactement, chez Casidomi, il y a plein de pâtes différentes. Et ça, c'est des super alternatives. Déjà, ça permet de varier les céréales que vous consommez, donc de varier vos apports en acides aminés. N'oubliez pas que les acides aminés, c'est les briques de protéines. Plus vous en consommez des différents, plus vous avez vraiment un apport varié en acides aminés, mieux c'est pour votre corps et votre régénération cellulaire. Donc il faut varier ces céréales, ces légumineuses. C'est ça aussi qui fait qu'on habitue notre système digestif à des nouvelles fibres, à des nouveaux aliments, et c'est idéal. Est-ce qu'elle remplace les légumineuses? Du coup, ça ne va pas forcément remplacer parce qu'on reste quand même sur un aliment qui est transformé. Donc au niveau des fibres, on ne va pas avoir la même qualité de fibres dans une légumineuse entière que dans une pâte à base de légumineuses. C'est comme si tu me disais, est-ce que si je mange une pomme ou que je mixe une pomme, c'est pareil? Ben non. Ta pomme mixée, elle va avoir des fibres qui sont broyées, donc elles vont moins ralentir l'absorption du sucre dans le sang qu'une fibre entière. Je ne dis pas que c'est pas bien et que ça vaut 0, pas du tout. Par contre, ce sera moins efficace. Donc voilà, pour moi, ça ne remplace pas non plus. Voilà. Que penses-tu des antinutriments du complet qu'on entend partout? Alors ça, j'en parle très souvent des antinutriments. Je ne vais pas encore en reparler ici parce que je pense que j'en parle dans chaque live. Mais oui, il faut faire tremper ces céréales, ces légumineuses, ces oléagineux. Oui, certains, il faut les faire germer idéalement. La cuisson permet aussi de les atténuer fortement. Et donc, c'est pas une légende urbaine, les antinutriments, il y en a. Et quand on végétalise l'alimentation, c'est très important de faire attention.
Donc au moins, le strict minimum, c'est de tremper ces céréales, ces légumineuses et ces oléagineux avant de les consommer. Moi encore aujourd'hui, j'avais envie d'amandes. Et bien ce matin, je me suis trempé mes amandes pendant 5-6 heures. Là, elles sont en train d'essorer. Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer. Ah non, ça c'est mes haricots. Je vous ramène tout, comme ça je vous montre. Hop. J'ai fait tremper mes petites amandes. Donc là, elles ont séché depuis, on va dire. Mais sinon, elles avaient trempé toute la nuit dans de l'eau filtrée. On va pas mettre l'eau du robinet quand on fait tremper nos oléagineux, etc. Je mets de l'eau filtrée et ensuite je les sors et je sèche. Si je veux vraiment les conserver plus longtemps, je les mets au frigo pour stopper la germination. Mes haricots rouges, idem, je les ai trempés toute la nuit et le lendemain, je les rince sur mon petit tamis, vous voyez. Je les mets dans mon bol, vous voyez, il y a encore un petit peu de jus qui tombe et je les rince 2 fois par jour. Ça va les germer en fait. Alors, je pourrais les faire germer plus longtemps. Je pense pas, je pense que je vais les faire germer encore peut-être demain pour que ça fasse 1 jour et demi. Et après, je vais les cuire. On peut les cuire à la vapeur douce, on peut les cuire dans l'eau chaude. Moi, en général, les légumineuses comme ça, je les cuis quand même dans l'eau bouillante. Et après, et donc vous avez une grande partie des antinutriments qui ont dégagé. Vous voyez, c'est tout. En fait, c'est simple comme bonjour. Nos ancêtres faisaient ça tout le temps. Et c'est juste nous qui avons perdu cette habitude. Mais c'est complètement bidon et vous assimilez beaucoup mieux les nutriments de vos aliments. Tu n'émontes pas les amandes? Non, moi je les émonte pas, je les aime bien complètes. Par contre, pour les personnes qui ont les intestins fragiles, il faut les émonder. Moi, je les ai pas trempées suffisamment aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie d'amandes, donc je les ai pas laissées tremper très longtemps. Mais quand on les laisse tremper toute la journée, là, elles s'émontent toutes seules. Là, vous voyez, elles s'émontent pas. D'ailleurs, j'en prends une. Voilà. Calcium, magnésium, protéines, vitamine E, c'est de la bombe, les amandes. Tu les mets au frigo pour les faire germer, les haricots? Non. À partir du moment où vous devez faire germer quoi que ce soit, il faut le faire germer à température ambiante. Et pour stopper la germination, là, on va les mettre au frigo. Voilà. Alors, je vais continuer avec les petites questions que j'avais. Psyllium, j'ai dit pâte, c'est bon. Ensuite, page 2, purée sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 17 pages que j'ai, je suis à la 2e. Voilà, 2e page de questions. Bonjour, peut-on parsemer les graines de chia préalablement hydratées dans une soupe chaude? On va pas être des ayatollahs non plus. Les graines de chia chauffées, tout comme les graines de lin chauffées, je ne suis pas pour. C'est le seul inconvénient que je trouve d'ailleurs aux recettes véganes, je vous le dis très souvent. Les oméga 3... Alors d'ailleurs, on va parler d'un truc hyper important. J'y pense juste après. Les oméga 3 ne se chauffent pas. Donc les recettes à base de graines de lin, de graines de chia, oui, exceptionnellement, ça va pas casser 3 pattes à un canard, on est d'accord, mais ça oxyde les oméga 3. Donc bien sûr qu'il vaut mieux vous faire une recette maison, et si vous êtes végétalien, mettre des graines de lin et des graines de chia, où les oméga 3 vont s'oxyder parce que c'est une fois de temps en temps, ce sera mieux qu'un produit ultra transformé, on est d'accord. Maintenant, en faire une base pour remplacer les œufs ou remplacer et retrouver les textures, moi je suis pas fan. Donc maintenant dans une soupe chaude, si ta soupe elle n'est pas à 110 degrés, bon ça va, tu vois. Tu peux les rajouter. Maintenant je trouve ça un peu dommage. Tu vois, tant qu'à faire, tes graines de chia trempées, parsème-les sur tes crudités. Fais-toi un petit bol de crudités, d'endives, une bonne huile de noix. Tu peux couper une petite pomme ou mettre des noix dans ta salade d'endives. Tu rajoutes tes graines de chia, tu as une bombe d'oméga 3 en apéro. Et après, tu te fais ta soupe. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Éviter carence en fer quand l'alimentation sans viande rouge. Ah oui, d'accord. Comment faire? Quelles sont les causes? Alors déjà, je connais énormément de gens qui mangent de la viande rouge et qui sont carencés en fer. Donc il faut arrêter de croire que parce qu'on ne mange pas de viande rouge, on est carencé. C'est vrai qu'on a plus tendance à être carencé si on n'en mange pas, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc déjà de 1. Ensuite, la carence en fer, elle est complexe parce que tout dépend de nos capacités d'assimilation. Il y a beaucoup de gens qui mangent tout ce qu'il faut, mais ça va dépendre en fait de leur capacité à assimiler le fer, et on est tous assez inégaux par rapport à ça. Et en fait, au niveau du fer, donc déjà vous allez le trouver par exemple dans la spiruline. La spiruline, c'est un super complément de fer, dans les algues en général. Bien sûr, dans les abats, dans les viandes rouges, vous en avez des tonnes.
Vous allez en avoir dans les moules. Alors les moules, c'est l'aliment, l'un des aliments les plus riches en fer. Dans les lentilles aussi, dans le soja, dans la mélasse, vous avez beaucoup de fer également. Et en fait, au niveau du fer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui vont inhiber son absorption. Donc déjà, si vous consommez du fer ou un aliment riche en fer et que vous l'associez à de la vitamine C, vous allez beaucoup mieux l'assimiler. À l'inverse, si par exemple vous mangez du fer ou un aliment riche en fer et que vous le mélangez à des acides oxaliques par exemple, comme vous allez en avoir dans les betteraves crues, comme vous allez en avoir dans les épinards crus, par exemple, ou dans la rhubarbe ou dans le cacao également. Si vous le mélangez à de l'acide phytique que vous avez dans les oléagineux, dans les oléagineux, mais aussi dans les légumineuses, les céréales qui n'ont pas été trempées, qui n'ont pas été germées, etc., etc. Si vous le mélangez au tanin ou à certains justement polyphénols que vous allez retrouver dans le thé, dans le café, en fait, ce qui pose problème, c'est vraiment certains tanins et certains polyphénols que vous avez dans thym, café, cacao, qui eux aussi vont inhiber l'assimilation du fer. C'est pour ça que si vous mangez des aliments riches en fer, par exemple, vous faites moules frites, voilà, moules frites, bon, vous faites des petites frites maison bien saines, avec vous faites plus des potatoes que vous mettez au four, avec une petite huile de qualité, des petites épices, et puis vos moules, par exemple. Évitez de consommer du thé et du café autour de ce repas. Évitez de prendre un vin rouge qui lui aussi va inhiber l'absorption. Évitez, de mémoire, je crois qu'il y a aussi les produits laitiers qui inhibent, donc tout ce qui est à base de crème, etc. va inhiber l'absorption. Et puis tout ce qui va être betterave crue, épinards crus, etc. pendant ce repas-là, parce que vous allez diminuer l'absorption. Par contre, d'avoir à côté une petite salade avec un bon jus de citron riche en vitamine C et du persil, ça va améliorer l'absorption du fer. Donc ça, c'est quelque chose que je vous apprends beaucoup. D'ailleurs, tous les élèves d'IG1, vous saurez, vous le savez, parce que vous l'avez vu dans le cours de micronutrition, il y a des assimilations et des mélanges à faire au niveau des combinaisons alimentaires qui permettent d'optimiser l'assimilation ou à l'inverse, de limiter l'absorption du fer. Et limiter l'absorption du fer peut être très intéressante chez les personnes qui ont trop de fer, par exemple. Là, ça peut être bien d'avoir ces astuces-là aussi. Voilà. Avant que j'oublie, je vous disais, point très important par rapport aux huiles. J'ai une personne cette semaine sur Insta qui me disait, oui, j'ai vu un live d'un naturopathe qui disait que le point de fumage des huiles, par exemple de l'huile d'olive, était de 216 ou 217 degrés, alors que l'huile de coco c'est 177 degrés. Du coup, ce serait mieux de cuisiner à l'huile d'olive. Qu'est-ce que t'en penses? Puis apparemment, l'huile de colza, elle est quand même à 166. Enfin bref. Elle m'a ressorti des températures. Alors, soyons clairs. Et j'espère que je pourrai mettre ce live en replay sur YouTube si Instagram veut bien que je l'enregistre parce que c'est important. Il y a une différence entre le point de fumage d'une huile et la capacité d'oxydation de ces omégas. Les oméga 3, tous confondus, ne vont pas supporter la lumière et la chaleur et vont s'oxyder. C'est le cas des graines de lin, c'est le cas des graines de chia, c'est le cas de l'huile de cameline, de l'huile de chanvre, des graines de chanvre, bref. Donc, même si le point de fumage, c'est-à-dire à partir du moment où elle va commencer à chauffer et à brûler, et à 166 degrés, où je n'ai même plus la température en tête, vos oméga 3 vont s'oxyder quoi qu'il arrive. Donc, on n'utilise pas ces huiles pour cuire. Pour l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, on va avoir aussi une fragilité des oméga 3 qu'on ne va pas retrouver. Pardon, je dis une connerie. On va retrouver une fragilité de ces oméga. Donc, l'huile d'olive est surtout riche en oméga 9, par exemple, un peu comme l'avocat. Elles vont être beaucoup plus stables que les oméga 3. C'est pour ça qu'on peut cuire avec ces huiles, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, mais à condition qu'elle ne fume pas. Parce qu'à partir du moment où ça fume, ça s'altère et ça devient pro-inflammatoire, cancérigène. La structure moléculaire en fait, de l'huile change, c'est nocif. Tout ce qui est cramé, fumé, de toute manière, c'est pas bon, que ce soit huile ou pas, mais c'est encore plus le cas pour les huiles. Donc on jette et on recommence. Le gros avantage des huiles, au-delà du point de fumage, des huiles saturées, c'est que leur structure moléculaire reste très stable. À la chaleur, à la lumière également. C'est pour ça qu'on conseille toujours de cuire avec du ghee, par exemple, qui est du beurre clarifié, ou de cuire avec de l'huile de coco. Voilà. Comme ça, au moins, c'est peut-être pour ça que des fois, vous voyez plein de trucs différents. Mais retenez que toute huile qui fume, vous la balancez.
que les oméga 3, c'est jamais pour cuire et vous les gardez au frigo, et que les huiles d'avocat, d'olive, l'avocat est très stable aussi, mais l'huile d'olive aussi, bah, vous pouvez les cuire, mais feu moyen, et à condition que ça fume pas. Voilà. Rien à voir, mais rien à voir, mais d'où viennent tes bagues? Alors, celle-là, ça vient de Nature et Découverte. Et celle-là, je l'ai faite faire un peu sur mesure, entre guillemets. C'est grec. Et c'est une moldavite. Voilà, j'aime beaucoup cette pierre. Ceux qui connaissent vraiment bien cette pierre, ça vous en dira long sur moi. La moldavite. Voilà les enfants. Écoutez, ça nous fait déjà une bonne demi-heure. Je vais juste voir s'il y avait des questions par rapport à ce que je vous disais. Je mange trop de chocolat alors. Oui, mais alors après, encore une fois, le chocolat à la fois est riche en fer, mais si tu manges ton chocolat après chaque repas, à éviter. Si tu manges ton chocolat en petit snack à 4 heures, c'est pas gênant. Merci Nathalie Dupuis. Alors, moule frites, ça suffit. Et moule frites, ça suffit de toute façon. Oui, voilà, moi, alors, à la moule frite, qu'est-ce que je ferais? J'ajouterais quand même du verre. Je vous dis toujours, ajoutez toujours du verre dans l'assiette. Le verre va apporter des légumes, ça va être alcalinisant. Et ce qui manque clairement dans un moule frite, c'est du verre. Donc d'avoir une bonne salade, au moins à côté, ou des légumes verts cuits, avec du persil et un petit peu de jus de citron, là on a le repas parfait pour les anémies. Mais alors, c'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Voilà, là vous parlez entre vous, hâte d'être au cours de micronutrition. Ouais, ça c'est la fin du module 1. Je vais... Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions avant de terminer. Ah oui, quoi manger pour calmer, guérir l'eczéma du visage? Alors, manger, ça va être difficile à dire. C'est comme les personnes qui me disent quoi manger quand on est enceinte, quoi manger quand on a tel truc. Déjà, la base de la base, c'est une nutrition santé. Donc ça, je vous l'explique en long, en large et en travers dans le e-book. Et puis, sinon, c'est ce que j'explique aussi en consultation. Donc, je ne vais pas passer tout le live à l'expliquer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à prendre en compte. Par contre, pour l'eczéma, il faut faire très attention à sa santé intestinale, à sa muqueuse intestinale. Avoir une alimentation anti-inflammatoire est très important, donc beaucoup d'antioxydants, beaucoup d'oméga 3, des aliments 100% naturels, surtout pas de produits ultra transformés. La qualité des huiles est très importante aussi. Et en local, parce que j'avais une question qui me disait, une personne, bah voilà, je l'ai sous les yeux en plus, c'était la question suivante, remède naturel contre l'eczéma au front. Moi j'aime beaucoup l'huile végétale de Nigel qui fait des miracles sur les problèmes de peau, que ce soit acné, psoriasis et eczéma. J'ai mon beau-frère qui lui fait de l'eczéma sur tout le crâne et je lui ai offert une huile de Nigel qu'il avait laissée au placard pendant 1 an. Puis un jour il m'appelle, il me fait, tu sais, j'ai retrouvé ton huile et je l'ai mise toute la nuit avec un petit bonnet et le matin toutes ces plaques partaient en fait. Ça marche très 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 bien. Et quand ça démange ou quand c'est sec, je conseille d'ajouter une huile, quelques gouttes d'huile essentielle de camomille, camomille romaine. C'est ça calme et ça lutte contre les démangeaisons. Voilà. Il me semble que l'huile de sésame également est plutôt stable. L'huile de sésame est stable. Je l'aime moins parce qu'elle est quand même très riche en oméga 6. C'est pour ça que je la privilégie pas. Tout simplement parce que y a beaucoup de personnes qui mangent beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc je vais préférer des huiles qui apportent des oméga 9 comme l'huile d'avocat et l'huile d'olive. Et sésame, moi j'ai préféré justement plutôt le parsemer entier ou l'utiliser en gomasio parce qu'il apporte des oméga 6, mais vu qu'on a pris d'autres huiles, bah, c'est pas gênant. Mais il apporte aussi énormément de calcium, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le sésame. Mais je le conseille plutôt en graines entières. Voilà. Voilà les loulous. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire le petit tirage au sort pour désigner un gagnant ou une gagnante du e-book. Je vous remercie encore infiniment pour votre présence. On est 211. Enfin, c'est un délire. Le nombre qu'on est, c'est complètement fou en live. Là, on est 216. Non, mais c'est un délire. Et bah écoutez, tirage au sort. Si jamais la personne qui est tirée au sort a déjà mon e-book, il lui suffit de me donner le nom et le mail en message privé sur Instagram de la personne de son choix, que ce soit une personne qui fait partie du live ou une personne de son entourage. Et puis, je vous donne rendez-vous en lien dans ma bio pour acquérir le e-book si vous ne l'avez pas et que vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, parce que vous aurez mon module recette offert, parce que vous ferez partie des 1000 premiers clients, et je vous remettrai une petite story pour vous dire tout ça. Voilà. Allez, tirage au sort, roulement de tambour.
Alors, qui va gagner le e-book ce soir? Hop. Eh bien, c'est Solini, So-Lini qui a gagné le e-book. Félicitations à toi, je crois que c'est une fille parce qu'elle a une belle chevelure blonde apparemment. Donc félicitations à toi, il te suffit de m'écrire sur Instagram, ton prénom et ton mail. Comme ça, dès ce soir ou dès demain matin, je t'envoie tout ça. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le live santé. Et j'aurai un invité spécial, on va parler d'une certaine technique de respiration, je pense que ça va vous plaire. Gros bisous les amis et à tout bientôt.